Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de toujours vous retrouver à 19h pour le grand rendez-vous. J'espère que vous êtes confortablement installés parce que là, ça va démarrer. Avant tout, on se rend au ciel pour la météo de demain. Voilà, bonsoir aux populations d'Avrancourt. Nous démarrons avec la présentation des titres. Au menu de ce grand rendez-vous, nous avons 4 rubriques. Aujourd'hui, dans le monde agricole, nous nous intéressons au secteur avicole, élevage de volailles. Où en est-on aujourd'hui au Bénin? On y répond avec Estelle Pazou et son invité. Dans Nature et Bien-être, on revient sur le VIH-Sida. Plus de crainte, même si le risque zéro n'existe pas. La transmission du virus Sida de la mère à l'enfant peut être évitée. Vous en saurez davantage en restant avec nous, bien évidemment. Activité peu courante, il y a peu, le commerce en ligne a connu un véritable essor ces dernières années. Et ce n'est pas encore fini. Une autre révolution dans le secteur s'annonce. Et avec l'expert, vous saurez tout sur le sujet. La série sur la numérisation des actes d'état civil se poursuit avec autant savoir. Et c'est au tour d'un spécialiste enregistrement des naissances UNICEF de venir nous parler des solutions possibles. On va le retrouver dans un instant, mais vous le savez avant tout, nous allons rejoindre Amandine Agnambossou pour la présentation des titres. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous, Aniat Bello. Qu'avons-nous donc au menu du journal de ce soir? Dans le 19h45 ce soir, nous parlerons de la télévision numérique terrestre. Le projet entre dans sa phase de concrétisation dans quelques semaines. Les installations de la TNT sont déjà fonctionnelles. La semaine du numérique a démarré hier à Cotonou. L'objectif est de réunir la communauté béninoise et internationale autour des enjeux du secteur du numérique et mettre en réseau les différents acteurs. Et puis, ils sont exposés aux abus et à la violence. Les enfants de la rue sont traités comme des criminels alors qu'ils ont le droit de se retrouver sur les bancs de l'école et préparer leur avenir. Nous ferons l'état des lieux du phénomène dans le 19h45. Merci à vous, Amandine Agnambossou. On vous retrouve donc à 19h45. Le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer à présent, le monde agricole. Ce soir, on parle aviculture, mais avant, je vous propose de suivre ce reportage et on se retrouve tout juste après. L'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle, bientôt une réalité au Bénin. L'aviculture, l'une des filières pourvoyeuses d'emplois, est en voie d'être réorganisée pour plus de résultats. Les acteurs de la filière exposent au public leur potentialité. L'investissement est lourd et le retour sur l'investissement est lent. Mais je crois qu'avec les structures que le gouvernement est en train de mettre en place, telles que le FNDA, le Fonds de développement national agricole,
Avec ce fonds, je crois qu'on aura un bon développement. Le marché avicole au Bénin, actuellement, la demande est supérieure à l'offre. Nous n'avons pas encore atteint ce qu'il faut. Nous, notre problème, c'est d'arriver à l'autosuffisance alimentaire d'abord, avant de commencer par réexporter dans les pays, surtout au Nigeria. Puisqu'on a vu que les Nigériens en ont besoin. Organiser des journées béninoises pour l'aviculture, c'est une première. L'enjeu est grand et les défis non négligeables. Nous avons promis d'ici 2021 arriver à 30 000 tonnes d'œufs. Et 2022, et nous, avec la collaboration du gouvernement, etc., nous allons commencer par faire l'exportation de nos produits. Malgré le développement de cette filière, elle fait toutefois face à de nombreuses contraintes liées notamment à la disponibilité. En Afrique, automatiquement, on pouvoir nous-mêmes manger nos volailles, nous-mêmes développer nos agricultures, développer tout ce qui concerne l'agriculture en Afrique. C'est un métier qui est un peu délicat, mais j'invite les femmes, les Béninoises, j'encourage les Béninoises de se lancer dans l'agriculture et nous aurons de gains de cause. Dans le combat pour l'autosuffisance en protéines animales, l'aviculture est sans doute la meilleure arme du Bénin. Et ces premières journées avicoles apparaissent comme le signal pour l'amélioration de la sécurité alimentaire. Voilà, merci à Gloria Oni pour ce reportage. Nous recevons Estelle Pazou. Estelle Pazou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnès. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec vous. On parle secteur avicole au Bénin. On fait l'état des lieux. Et votre invité ce soir, c'est Brice Onsou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes un ingénieur d'élevage. Oui. Et donc, avec vous, Estelle Pazou, on peut y aller? Oui, on peut y aller. Monsieur Roussou, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Comme Agnès l'a dit, aujourd'hui, on parle de la filière avicole. Mais déjà, dites-nous, d'où provient la viande de volaille que les Béninois consomment? Le constat est simple, madame. La viande de volaille que consomment les Béninois a une double provenance. Il y a l'importation de viande congelée, de viande de volaille congelée, qui, à un moment donné, a supplombé complètement la production locale, ce que j'évoque comme ça, comme déjà la deuxième provenance. Il y a la production locale. Et au niveau de cette production locale, nous avons la production de viande de volaille qui est issue de l'élevage de nos poulets locaux. Et déjà, c'est la part de la production locale. Oui, oui, okay. C'est ça. Et ensuite, il y a la production de la volaille moderne, dont les poussins sont souvent importés, où on importe les œufs pour les éclore ici. Et quand on évoque la viande de volaille, est-ce qu'il faut uniquement se limiter à la viande des poules et des coqs, ou bien il y a d'autres variétés de viande de volaille? Oui, la viande de volaille, quand on dit déjà volaille, c'est tout animal ailé qui a sur deux pattes et qui me pond des œufs de façon générale. Et nous connaissons, nous avons les poulets. Gallus, les poulets, eux autres, c'est eux qui dominent la production locale ici. Et même au niveau de l'importation, c'est ça qui domine. Il y a ensuite d'autres espèces que nous avons, à qui nous donnons les noms de pintades. Nous avons la dinde, nous avons la caille, nous avons même d'autres espèces que nous pouvons nommer, la cigogne, ainsi de suite. Il y a même des produits. Et le canard? Le canard, madame, oui. Le canard, comme je suis dauphin, j'ai oublié de vous le citer parce que c'est déjà une habitude pour moi. Le canard est aussi une viande de volaille très appréciée par certaines personnes. Il y en a qui... Vous avez goûté? J'ai jamais goûté le canard. On va faire le oui, programme mais c'est avec une très bonne viande que je te conseille parce que ça donne moins le cholestérol. Voilà. Bonne nouvelle, consommer du canard, moins de cholestérol. Et justement, quand vous parlez de dinde, de caille et de canard, est-ce que tout ça existe chez nous au Bénin? Oui, tout ça existe chez nous. Il y a des éleveurs de dinde, et ils ne sont pas nombreux, à peine on va trouver 1,5 ou 2% de l'effectif des éleveurs professionnels de volailles. Il y a des éleveurs de pintades. Et ça, là, se développe de plus en plus ces derniers temps sur la base des recherches que effectue la faculté des sciences agronomiques qui encourage sérieusement
la production de pintade. Pourquoi? Très appréciée aussi comme viande, très succulente. Et ça, c'est bon pour les fêtes à venir. D'accord. Mais avant tout, moi, je me demande, hein, tout ce que nous produisons, est-ce que c'est seulement pour le marché béninois ou parfois les éleveurs comptent l'exporter ou est-ce qu'ils arrivent à l'exporter? À l'instant où nous sommes, nous ne sommes pas encore à l'étape d'une exportation. D'accord. Puisque jusque-là, surtout en ce qui concerne la viande, presque la totalité était importée. Jusqu'en 2015 même, il y avait une forte importation et c'est à moindre coût. Mais la production locale ne servait qu'une frange de la population, des consommateurs. Nous envisageons bien sûr produire et exporter. Je crois que nous allons en revenir sur ce volet-là. D'accord. Si on s'en tient aux statistiques, est-ce que la tendance est inversée? Est-ce qu'aujourd'hui, les Béninois consomment peut-être un peu plus le poulet produit localement? La consommation est en train de croître sérieusement. Ce qui est produit localement, associé à la faveur des mesures prises il y a 2 ans par le ministère de l'Agriculture et celui du commerce, qui avait, compte tenu des crises liées à la viande de volaille au Brésil, avait interdit l'importation pour un temps. C'est vrai que cette limitation est levée, mais nous constatons que l'importation a beaucoup ralenti. Et beaucoup de jeunes agriculteurs se lancent aujourd'hui dans la production de poulet chair. Le marché est donc porteur. Le marché est porteur. Le marché est porteur. Il ne reste que l'accompagnement pour pouvoir sécuriser ce secteur. Et est-ce qu'en matière de qualité, la viande de volaille produite au Bénin répond aux normes? La viande de volaille produite ici au Bénin est une viande exceptionnelle. C'est une viande noble. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans le domaine que vous le dites, ou bien c'est une réalité? Vous basez sur quoi pour l'affirmer? Est-ce qu'il y a des contrôles? Oui, oui, madame, j'en viens. Je dis que c'est une viande noble parce que nous sommes conscients de ce que nous produisons. Ce que nos acteurs mettent sur le marché est issu simplement de l'élevage, de la conduite des poussins jusqu'à l'âge adulte et à l'étape de commercialisation par l'alimentation qui prend 100% des produits, des intrants nationaux. Si nous prenons l'alimentation de poulet de chair, vous faites les enquêtes, on ne fait aucune importation de Provence. Tout est produit ici à partir du maïs béninois, du soja béninois, de la coquille d'huître du béninois, ainsi de suite. On a des huîtres au Bénin, c'est pas ça? Oui, il y en a. Je crois que si moi je suis la prochaine fois, vous venez avec les images, hein, il faut qu'on puisse voir. Pas d'inquiétude, on va vous fournir les images. Oui, donc je peux continuer en disant que si la production, nous pensons que la production n'est pas de bonne qualité, c'est simplement parce qu'il n'y a pas encore des structures de certification de nos produits. Et les soins, parce que comme tout animal, ils peuvent tomber malades. Il y a beaucoup de maladies liées à la volaille et tout ça. L'encadrement, l'eau qu'ils doivent boire, les vitamines, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte pour qu'à la fin, on puisse dire que la viande est une viande de qualité. Je suis d'accord avec toi. En ce qui concerne la prise en charge sanitaire au niveau des animaux, nous avons un ordre des vétérinaires ici au Bénin. Et nous avons un regroupement, une union des paravétérinaires qui sont sur le terrain. C'est des techniciens avérés et très expérimentés qui sont toujours à côté des éleveurs pour suivre déjà depuis la mise en place des poussins jusqu'à l'étape d'abattage qui suivent la santé des animaux. Et je vous rassure que de jour en jour, ces vétérinaires conseillent moins d'antibiotiques dans l'élevage de nos animaux. Alors, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que sur le marché béninois, la viande de volaille existe, elle est produite. Mais on constate quand même que les Béninois préfèrent toujours la viande de volaille importée.
C'est parfait ce que tu dis. Les Béninois continuent toujours par consommer en grande partie. Est-ce qu'on peut parler de préférence? Est-ce que les Béninois préfèrent plus? Ce n'est pas une préférence en réalité, mais c'est une contrainte. Et ceci provient d'une double ignorance et en même temps liée à la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait que le Béninois qui déjà est en dessous du seuil de la pauvreté, celui-là, il pense qu'il n'a pas les sous pour aller se payer de la viande de volaille produite ici. Alors, il se tourne vers la commercialisation extérieure. Ce que je peux le dire, des hommes d'affaires imminents de ce pays vont chercher à l'étranger et qu'ils déversent sur nos marchés. Ceci rentre dans le circuit de la commercialisation du sud jusqu'au nord. Et vous retrouvez même de la viande à moins de 500 francs, 800 francs. Mais, le kilo? Mais qu'est-ce que tu... 500 francs, 800 francs le kilo. Ça n'est pas encore trouvé. Non, c'est quand même pas une poule entière quand même. C'est pas une poule entière, mais c'est de la viande. On dit de la viande, mais c'est quelle qualité de viande? Vous êtes sûr à 800 le kilo? On n'est peut-être pas sur le même marché, hein? Estelle Pazou? Mais quand nous venons en période de fête, tu es allé au marché pour voir la promotion? Avec la promotion. Mais vous aussi, hein, les agriculteurs aussi font la promotion pendant la période de fête. Nous faisons la promotion, mais nous commercialisons. Et même là, on se dit... Nous commercialisons. C'est parfois des poulets fatigués que vous vendez. Ce n'est pas fatigué chez nous. Ici, au Bénin, nous n'allons souvent pas, on ne va pas au-delà des 18 mois d'exploitation d'un poulet. J'aime bien votre certitude, hein, mais je veux me rassurer de l'origine de la certitude. Oui, je pense que vous êtes là. Comme nous sommes de jour en jour plus visibles sur le territoire national, la filière avicole se fait plus visible. Nous allons plus communiquer, nous allons plus montrer au peuple béninois qu'il y a de la bonne viande sur le terrain, il y a de la viande de qualité sur le terrain, et ceci à coût raisonnable et accessible au commun des mortels. Alors dites-nous déjà, qui sont les acteurs aujourd'hui qui évoluent dans la filière avicole et est-ce qu'il existe une synergie d'action? Les acteurs, ils sont nombreux. Je peux commencer déjà par... on va y aller rapidement. Vous avez 30 secondes. Il y a des acteurs qui sont regroupés en organisations paysannes. Oui. Pour aller plus vite, oui. Il y a l'Union nationale des aviculteurs professionnels. Oui. Ceux-là, c'est les éleveurs qui produisent des œufs de table et de la viande de volaille. Oui. Il y a l'Union nationale, l'Union des fournisseurs d'intrants et de services en aviculture du Bénin. Ceux-là regroupent les vétérinaires, les zootechniciens, les fabricants et fournisseurs d'aliments. Ça regroupe aussi les accouveurs et fournisseurs de poussins d'un jour. D'accord. Il y a ensuite la troisième catégorie, c'est l'ATRADIPA, c'est l'association des transformateurs et distributeurs des produits avicoles. Ça regroupe ceux-là qui abattent les poulets et les mettent en découpe, les transforment, puisque aujourd'hui on peut avoir toute gamme de produits sur le terrain. Sur le marché. Et puis les distributeurs, ce sont les commerçants des produits de volaille. D'accord. Estelle Pazou, moi j'aimerais bien qu'on puisse revenir après sur le circuit de distribution, si vous permettez, que le temps nous le permet, probablement. On prend demain déjà, on parle des perspectives pour booster la filière avicole. Merci. Il y a pas de souci. Merci à vous, merci Estelle Pazou. Mesdames et messieurs, on est situé maintenant, dorénavant, nous avons de la poule, que dis-je, de la volaille produite au Bénin. Et voilà, c'était l'information sur le monde agricole. On passe à présent à une autre rubrique, Nature et bien-être. Nature et bien-être qui poursuit sa série sur le VIH-Sida. Là, on s'intéresse à la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage. Transmissible par voie sanguine, sexuelle ou encore de la mère à l'enfant, le VIH-Sida touche toujours une frange de l'humanité. Mais pour certaines personnes, le dépistage n'est pas important. Pas de raison fondamentale pour être réticent aujourd'hui à se faire dépister. Parce que si vous ne vous faites pas dépister, vous ne connaîtrez pas votre état sérologique. Et si vous ne connaissez pas votre état sérologique, vous êtes ignorant.
ignorant de votre statut VIH ou pas. Donc, il faut se faire dépister. Et lorsque vous êtes dépisté séropositif, vous êtes pris en compte, vous êtes pris en charge, vous êtes pris sous protocole, vous prenez vos ARV, vous êtes sous traitement et vous vivez normalement. Au Bénin, le programme santé de la lutte contre le sida assure la coordination des activités pour intensifier la lutte. Pour lutter efficacement contre cette maladie, nous utilisons des méthodes pour contrer les 3 voies de transmission qui sont la voie mère-enfant, la voie sanguine et la voie sexuelle. Donc en matière de transmission sexuelle, nous avons surtout la promotion de l'utilisation des préservatifs, surtout pour les jeunes. Il faut signaler aussi que le dépistage systématique tous les 3 mois est aussi donc une méthode de prévention, ce que les gens ne comprennent pas. Que faire pour éviter le risque de transmission de la mère à l'enfant? Pour éviter la transmission du VIH de la mère à l'enfant, c'est de prévenir. De prévenir, il y a un programme que nous appelons la PTME et de plus en plus on l'appelle ETME. La PTME doit nous amener à l'ETME. La PTME, c'est la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, du VIH. Et le TME, c'est l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Donc il faudrait que toute femme enceinte, toutes les gestantes aillent en consultation prénatale, qu'elles se fassent dépister et au cas où elles sont séropositives, qu'elles acceptent le protocole, donc qu'on les mette sous protocole et qu'elles accouchent dans les centres agréés. À l'heure actuelle, on entend parler de prévention combinée. Une prévention combinée, ce n'est rien d'autre que la mise en commun de plusieurs méthodes de prévention qui individuellement restent efficaces. Maintenant, c'est comme si donc, on regroupe donc, les méthodes et on laisse le choix à la personne d'opérer. À un moment donné, pour que donc, la personne se retrouve couverte à tout moment. Malgré les progrès réalisés contre le sida, prévenir vaut et vaudra toujours mieux que guérir. Voilà, prévenir vaudra toujours mieux que guérir. Merci à Marcel Arrossi pour ce reportage. Nous allons recevoir sur ce plateau le colonel Alain Azondécon, il est pédiatre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous ai vu réagir à la suite de ce reportage. Il vous inspire, vous avez un commentaire? On vous écoute. Absolument, tout ce qui a été dit est pertinent. Oui. Les différentes interventions qui ont été citées sont également pertinentes. Et la chute, prévenir vaut mieux que guérir? Il vaut toujours mieux prévenir que de guérir. Parce que, en fait, quand vous voyez un enfant qui est infecté au VIH-Sida, c'est vrai, aujourd'hui, nous faisons en sorte pour augmenter leur durée de vie, mais à quel coût? À quel coût? Ça coûte très cher. Alors, avec vous aujourd'hui, on parle de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Pendant longtemps, on ne savait même pas que ça existait au début de l'apparition du mal ici au Bénin. On ne savait pas que c'était possible, mais aujourd'hui, c'est possible qu'une mère qui est atteinte du VIH-Sida puisse donner naissance à un enfant sain. Vous confirmez? C'est possible, mais c'est dommage. Normalement, aucune mère infectée au VIH ne devait transmettre le virus à son enfant. Oui. Mais actuellement, nous comptons jusqu'à près de 500 enfants qui naissent aujourd'hui maintenant au Bénin qui sont infectés par le VIH parce que leur mère a le virus. Est-ce qu'il y a un taux de régression par rapport aux années antérieures? Absolument. Vous savez, au début, quand on n'avait pas vraiment toute cette batterie d'intervention, c'est-à-dire 4 bébés qui naissent, 4 à 3 enfants bébés qui naissent de 10 mères infectées au VIH, ont le virus. Aujourd'hui, nous avons drastiquement réduit selon vraiment les niveaux le standard de soins, ça va de 6% à 2%. Il y a même aujourd'hui des centres où on a constaté qu'il n'y a plus de cas de transmission du virus de la mère à l'enfant depuis 1, 2, voire 3 ans. D'accord. On a parlé dans le reportage de protocole mis en place dès qu'une mère est dépistée séropositive. Parlez-nous-en un peu plus. Oui, absolument. Donc, en fait, comme ceci a été dit, dès qu'il faudrait mettre tout possible pour que toute femme séropositive soit dépistée. Aujourd'hui, je peux vous assurer que plus de 9 femmes gestantes sont dépistées. De toute façon, c'est proposé à tout le monde. Ça devrait être systématique, non? Mais c'est systématique, c'est systématique. Donc, c'est proposé à toutes les mères
dans 9 cas sur 10 environ, le dépistage est fait. D'accord. Voilà, Et à la suite du dépistage? Mais à la suite du dépistage, quand la mère elle est séronégative, on ne s'arrête pas là. Même une femme qui n'a pas le virus, vous continuez de lui donner tous les conseils nécessaires pour qu'elle ne rencontre pas le virus avant la naissance. Ok, d'accord. Il ne s'agit pas de faire donc un premier dépistage. Donc ça dépend dépistage. de l'état de la mère. C'est en fonction de ça que vous proposez des solutions. Si elle a déjà le virus et qu'elle peut le transmettre. Voilà, déjà si elle n'a pas le virus, je dis, nous continuons de lui prodiguer les conseils pour qu'elle n'attrape pas le virus. Parce qu'on a dit prévention vaut mieux Dans ce que de cas, traiter. est-ce que c'est toujours les antirétroviraux pour atténuer le virus? Non, mais là, on a déjà utilisé, on vous a parlé des moyens, l'utilisation du préservatif, si vraiment c'est une gestion séropositive qui doit changer de partenaire, ou bien non, que... là, parlons déjà d'une femme enceinte. On n'a pas déjà d'une femme enceinte. Oui. Bon, maintenant, il se pourrait qu'au cours de la grossesse, que le partenaire soit infecté ou bien que la femme, d'une façon ou d'une autre, soit infectée. Mais la chose la plus importante, c'est que si par hasard elle était infectée, c'est de la dépister et faire ce qu'il faut. Donc, aujourd'hui, nous avons retenu que toutes les essences séropositives, nous le traitons. C'est ça. Et là, puisque tant que le virus ne circule pas dans le sang de la mère, le virus ne pourra jamais atteindre l'enfant. Voilà. Donc, c'est ce qui est fait. Et quand vous faites cette bonne intervention, je crois que vous n'aurez aucun cas de transmission du virus. D'accord. Alors avant, on parlait de prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Aujourd'hui, on parle d'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Oui, aujourd'hui, ce qui a changé en temps, c'est le fait que le programme dit voilà ce qu'il faudrait faire. Mais dans le programme, dans l'élimination, c'est beaucoup plus des stratégies qu'il faut faire en sorte pour que aucun virus ne passe à l'enfant. Quelles sont ces stratégies? Mais ces stratégies, c'est tout ce qui est intervention d'amont. Déjà, la jeune fille, il faudrait faire en sorte d'éduquer les jeunes filles pour qu'elles ne soient pas séropositives. Il faudrait également la prévention chez la femme enceinte. Oui. C'est ça. Aussi également le traitement de toute gestante qui est séropositive. Quand on parle de prévention chez la femme enceinte, si vous permettez, on va y aller au cas par cas. Quand on parle de prévention chez la femme enceinte, il s'agit de quoi véritablement? Comment est-ce qu'une femme enceinte peut être prémunie contre ce mal-là? Et c'est ce que je disais. Je dis, si cette femme doit, au cours de la grossesse, changer de partenaire, il faudrait que forcément qu'elle s'assure que le partenaire est sain. Sinon, il y a les méthodes de barrière, notamment le préservatif. Maintenant, si se faisait que le patient sait que la personne, mais elle ne sait pas que la personne est séropositive, mais après avoir eu le contact, rapidement, on essaie de tracer tout ce processus, d'être certain que l'homme est infecté, que la femme n'a pas le virus, qu'on fasse une intervention pour empêcher, même si elle a eu des relations avec une personne infectée, ce qu'on appelle la prophylaxie post-exposition. C'est ça, pour empêcher que cette femme-là soit infectée. Donc, aussi bien que non, même quand la femme vient, je crois que nos femmes viennent le plus souvent au cours du deuxième, souvent au cours du deuxième trimestre. Donc, même il est conseillé, quand la femme a été testée au cours du premier trimestre, que cette femme soit testée également. Il y a aussi des stratégies où les femmes sont testées, sont testées même déjà en salle de travail. D'accord. Mais si c'est à la dernière minute, c'est-à-dire peut-être dans le 3e trimestre, qu'on se rend compte que cette femme-là, elle porte le virus, est-ce que c'est toujours possible de sauver l'enfant? C'est possible de sauver l'enfant. D'ailleurs, l'enfant peut être sauvé même à n'importe quel moment. Même quand vous constatez qu'en salle de travail, une femme qui était séronégative, on constate qu'elle est devenue séropositive, il y a tout ce qu'on fait pour empêcher la transmission du virus, la mère à l'enfant. D'accord. Et quand l'enfant naît, est-ce qu'il y a possibilité, toujours il y a des risques pour cet enfant né séronégatif de redevenir séropositif? Peut-être en allaitant, est-ce qu'il y a d'autres risques pour ce nouveau-né? Justement, aujourd'hui, les interventions la science demande à ce que quand une mère est séropositive, nous la mettons automatiquement sous traitement. D'accord. Et pendant que, si l'enfant doit allaiter, que l'enfant n'allaite pas, aujourd'hui on a retenu qu'on allaite, mais qu'on mette toujours la femme sous traitement. Il y a également des médicaments qu'on donne à l'enfant pour qu'au cas où le virus passerait dans le lait maternel, que l'enfant ne soit pas infecté.
D'accord. Sinon, avant, les pédiatres conseillaient carrément à la mère de ne pas allaiter son nourrisson. Ouais, donc aujourd'hui, la science a évolué. Aujourd'hui, maintenant, la science a évolué parce qu'aujourd'hui, on a compris qu'en mettant la femme sous traitement antirétroviral, un traitement antirétroviral efficace doit normalement entraîner une indétectabilité de la charge virale. Donc, pas de virus circulant dans son sang, donc pas de virus dans le lait maternel. D'accord. Et tout ça, c'est gratuit? Oui, tout ça est gratuit. Tout ça est gratuit. Mais quand on dit tout ça est gratuit, jamais gratuit. Tout n'est jamais gratuit jusqu'au bout. Les ARV, c'est gratuit. Les consultations, c'est gratuit. Mais aussi, ce qu'on dit, le fait que la femme se déplace, et ce n'est pas gratuit. Cette femme, normalement, devrait normalement s'adonner à des activités génératives de revenus. Elle n'y va pas. Ce n'est pas gratuit. Donc, il y a ce qu'on appelle les coûts indirects et aussi les coûts intangibles. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on tend vers l'élimination de la TME ici au Bénin? Oui, ça, je peux dire que nous sommes dans le processus d'atteindre l'élimination de la transmission vers l'enfant. Parce qu'il y a certains pays qui sont déjà presque plus avancés. D'accord. C'est une question de politique. Donc, quand vous mettez de bonnes politiques en place, le leadership, le plaidoyer, et que ceux qui travaillent vraiment auprès de ce couple mère-enfant soient réellement soutenus, qu'ils soient écoutés, et notamment qu'on mette également tout ce qu'il y a comme intervention en matière d'évaluation, pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Quand on a échoué, dans les cas où on a échoué. On a échoué. Même les cas où on a eu du succès, il faudrait également être certain que c'est réellement les interventions qu'on a menées qui ont mené au succès. Ah d'accord, d'accord. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut relever les informations et s'assurer de la bonne conservation des données pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Absolument. D'accord. Qu'on les évalue. Aujourd'hui, en fait, le gros problème, on a fait l'évaluation il y a moins d'un an. Nous avons constaté que réellement, les équipes sont motivées sur le terrain, mais il y a aussi le problème de la mobilisation de ressources. On n'en parlera jamais assez. Hein. Si vous permettez, colonel Alain Azondécon, le temps qui nous est imparti est terminé pour cette rubrique. On aura peut-être l'occasion de vous réavoir sur ce plateau pour toujours en discuter. Mesdames et messieurs, bonne nouvelle donc. Hein. Vous le savez, dorénavant, tout est mis en place pour éviter la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. C'est ce qu'on retient de ce plateau Nature et Bien-être qui cède place maintenant à l'expert. Commerce en ligne, une révolution s'annonce. Je reçois pour vous ce soir Kokou Gayon. Il est chef projet e-commerce à l'Agence des services et systèmes d'information. Bonsoir, Monsieur Gayon. Comment vous allez? Bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Déjà, avec vous, on va définir. Hein, c'est quoi le commerce en ligne? Avant de définir le commerce en ligne, je vais d'abord définir ce que c'est que l'ACI. Non, on y viendra, ne vous inquiétez pas. En fait, le commerce électronique, en fait, c'est la dématérialisation de tout le processus de commerce classique. D'accord. C'est-à-dire, pour un commerce classique, le lieu d'échange, c'est un espace physique, c'est une terre. Or, ce lieu d'échange s'est déplacé maintenant vers la toile. On a une dématérialisation. Totale. Or, le commerce classique est géographique. Le commerce en ligne, lui, il est planétaire, il est virtuel. Donc, c'est la seule différence. Sinon, les modes de transaction, les modes d'échange sont presque les mêmes. OK. Alors, tout ce qui change, c'est la dématérialisation. Alors, il faut dire qu'il y a quelques temps, ça n'existait pas encore ici, mais depuis quelques années, le secteur est en train d'évoluer. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette évolution galopante? On a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par cette forme de commerce-là. Cette évolution galopante s'explique par le fait qu'elle s'impose à nous. Parce qu'à l'Occident aujourd'hui, et je suis sûr que vous avez déjà fait des achats en ligne, même étant sur des sites, peut-être en France, comme c'est Discount, Amazon en Angleterre. Donc, ce qui se fait là-bas, nous sommes obligés d'être contaminés. On a été contaminés. Et pour cela, avec la volonté politique, il y a un projet phare qui a été dénommé généraliser l'usage du commerce électronique. Et ce projet est dans le programme d'action du gouvernement, son pilier 2 et son stratégie 4. Donc, dans le PAG, il est clairement dit qu'il faut
que les Béninois prennent le commerce électronique comme une source de revenus, comme une source de résoudre le problème de l'emploi. Nous allons y revenir sur tous ces aspects. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin forcément d'avoir une boutique avant de pouvoir vous installer à votre propre compte. Je pense que ça fait partie de l'attrait, justement, pour cette forme de commerce. Mais aussi, ça pose peut-être aussi un problème de sécurité. Qu'en est-il? Oui, c'est vrai que vous n'avez pas besoin de boutique. Et je peux dire que vous soyez travailleur ou bien que vous soyez en chômage, vous pouvez commercer. Et de votre champ, vous pouvez commercer. Il suffit. Vous n'avez même pas besoin d'avoir d'articles. Parce que vous pouvez être intermédiaire. Il suffit d'avoir l'outil informatique, c'est-à-dire d'avoir une connexion Internet. Vous organisez votre commerce de manière, peut-être sans même connaître le producteur. Sans connaître le producteur, vous pouvez tout organiser. Maintenant, en termes de sécurité, tout est en train d'être mis en œuvre. C'est-à-dire, on colle les briques une à une. Il y a des agences qui ont été créées pour s'occuper de la sécurité. La cyber, au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons un organisme qui est là, l'Office de répression de la cybercriminalité. Et là, le BJC7 qui est au niveau de la présidence aussi, au niveau du bureau d'analyse et d'investigation qui s'occupe de tout ça. Donc, tout est en train d'être mis en œuvre. Et il y a quelques semaines, il y a l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui a été créée. Donc, tout ça, c'est pour sécuriser, pour donner confiance aux différents acteurs du commerce électronique, c'est-à-dire les clients et les fournisseurs, que le Bénin est un pays numériquement sécurisé. D'accord. Alors, on a de plus en plus de promoteurs qui proposent des sites de vente en ligne. Avant, ça n'existait pas. C'était seulement à travers les réseaux sociaux que le commerce en ligne se faisait. Mais aujourd'hui, on a aussi des sites de commerce en ligne qui existent ici. Mais le seul défaut, c'est la proposition de paiement. On est obligé de contourner. Est-ce que cette forme de contournement, elle est celle qu'il nous faut pour le développement du secteur? Oui. Vous avez dit, oui, on a des sites Internet, des sites marchands. Oui, des sites marchands. Nous avons, en fait, dans le commerce électronique, nous avons deux types de commerce. Vous venez de le dire. Il y a le M-commerce, qui est le mobile commerce. Il y a le e-commerce, qui est le commerce électronique. Le mobile commerce, en fait, c'est... Tout le processus n'est pas dématérialisé. C'est-à-dire, c'est une forme de publicité. Parce qu'après, quand le client voit sur votre page Facebook ou bien sur vos annonces sur WhatsApp, il prend contact avec vous, et l'échange se fait de manière physique. Mais là, ça marche plus, peut-être parce que le client est plus rassuré. Bon, c'est dans nos cultures. Maintenant, il faut une éducation de la population. Et c'est là où on peut parler de conduite de changement. Puisqu'il faut que le Béninois adopte le commerce électronique aujourd'hui. Et qu'il n'ait plus que ce besoin de rencontrer son fournisseur ou chose, soit une nécessité. Ce n'est pas nécessaire. Parce que dans le code numérique, tout a été prévu pour garantir les droits et devoirs des uns et des autres, c'est-à-dire des fournisseurs et des clients. D'accord. Alors là, vous faites vous bien avez parlé de moyens de paiement. Oui, de moyens de paiement. Nous y sommes. Et je peux vous annoncer qu'il y a une plateforme nationale de paiement électronique qui sera une réalité dans quelques mois dans le Bénin. Au Bénin. Donc, on est en plein processus d'appel d'offres là, pour lancer pour recruter un prestataire, un partenaire qui va nous accompagner dans la mise en œuvre de cette plateforme nationale de paiement électronique. En fait, c'est une plateforme nationale de paiement électronique c'est comme une caisse de caisse centralisée qui va mutualiser toutes les formes de paiement, que ce soit de toutes les solutions de paiement développées par les banques, mobile money, Fooz, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire une opération de mobile money à Fooz, il y a un problème. Donc cette plateforme va recevoir tous ces moyens de paiement, les mutualiser et permettre l'interopérabilité. Ça va faciliter la fluctuation. Ça va faciliter les échanges. D'accord. Et vous êtes sûr qu'avec cette plateforme-là, le problème de paiement n'existera plus au niveau. Le problème de paiement sera réglé. Et puis vous dire, même vos factures d'électricité, vos factures Sonem et même vos recharges, vous pouvez les acheter grâce à cette plateforme. Vous pouvez acheter toutes ces factures. Vous pouvez avoir même. On peut même faire de la e-tontine sur cette plateforme. Donc c'est beaucoup de choses qu'on peut faire qui seront proposées quand cette plateforme sera mise en œuvre. C'est comme si vous avez une boutique et vous n'avez pas de caisse. D'accord.
Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Donc la plateforme sera une caisse de référence pour les Béninois. Alors, je suis contente que vous ayez parlé de conditionnement parfois de la société qui fait qu'au Bénin, on a toujours l'impression qu'il faut toucher le produit du doigt avant de pouvoir l'acheter. Mais c'est parce que les tout premiers aussi n'ont pas peut-être été assez crédibles et que vous avez commandé des choses qui ne sont pas venues ou bien qui ont été modifiées. Est-ce que ce n'est pas là la crainte du consommateur? Une crainte Oui, qu'on peut je partage cette crainte et je peux vous dire que même sur les grands sites de commerce électronique de la planète, il y a toujours ces petits problèmes parce que le paiement n'est pas le promoteur d'un site marchand n'est pas propriétaire des articles. Il n'est pas souvent propriétaire des articles. Il n'est pas non plus propriétaire des moyens de paiement. Ah d'accord. Il travaille en collaboration. Donc quand vous travaillez en collaboration, vous ne maîtrisez pas tout ce qui se passe dans le processus de l'autre. C'est vrai que tout est fait pour le mieux, mais il y a des couacs. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'une solution parfaite. Le fait, ce que nous recherchons, c'est la réduction peut-être à 0,01% du taux de plainte ou bien du taux de non-satisfaction des clients. C'est ça. D'accord. Alors, quand on parle de droits et de devoirs, justement, du vendeur et de l'acheteur dans le commerce en ligne, il y a le droit de rétractation, il y a beaucoup de droits que même ceux qui ont l'habitude d'acheter en ligne ne connaissent pas véritablement. Quels sont ces droits-là qui régissent le commerce électronique? Et vous savez que le code du numérique a été promulgué il y a quelques mois. Oui. Et dans son livre 4, le code du numérique s'occupe essentiellement du commerce électronique. Et tous ces droits-là sont décrits dans le code de la promotion, de comment vous publiez vos articles, de comment les clients sont protégés, le droit des fournisseurs par exemple à la vigilance de ce qui se passe sur leur site, parce qu'il y a nous avons l'intelligence artificielle qui est souvent développée aujourd'hui sur les sites. On voit les habitudes des uns et des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous allez sur un site aujourd'hui marchand international, si vous faites 2 clics, si vous cherchez par exemple un billet d'avion, Paris-Cotonou, quand vous retournez 2 semaines après, c'est l'intelligence artificielle qui vous propose tout ça. Qui est derrière. Quoi. Donc les clients aujourd'hui sont avec le code du numérique, on est protégé, tous les acteurs sont protégés. D'accord. Il faut donc une cybervigilance? Oui, la cybervigilance, c'est au niveau surtout d'une politique nationale. Et ça se fait. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, ça se met en place. Et c'est après c'est mis en place. Donc, mais ce n'est pas au client d'être vigilant. Bon, il sera vigilant pour voir si ce site est un site vraiment autorisé, parce qu'il y a des sites peut-être malveillants. Il y a des sites, il y a une façon de consulter les sites autorisés. Il y a une façon de consulter les sites autorisés, parce qu'il y a des certificats qui vont être développés. Et je peux vous parler d'un autre projet qui est le projet d'infrastructure à clé publique, qui va nous permettre de délivrer des certificats à ces sites marchands pour dire que c'est un site de confiance. Donc vous allez voir souvent dans les sites de e-commerce, vous allez voir des cadenas. Vous allez voir des signes de cadenas. Oui, ça veut dire que c'est un site sécurisé qui a un certificat, un site de confiance. D'accord. Et qu'en est-il des autres droits? Rétractation, le droit de changement du produit quand le client n'en veut plus? Tout est prévu. Vous avez un délai pour rétracter. C'est-à-dire, vous pouvez, quand vous passez commande, vous avez un délai pour vous rétracter. Vous avez un délai même pour retourner l'article. Oui. Une fois que vous êtes livré, vous pouvez retourner l'article s'il y a non-conformité de livraison. Donc, tous ces droits-là sont proposés, sont dans le code du numérique en son livre 4. D'accord. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est une perte pour l'État, le commerce électronique? Bon, je ne suis pas fiscaliste, mais je pense que je ne veux pas trop m'avancer sur ce sujet, parce que si vous avancez sur ce sujet, on ne veut pas que la fiscalité soit un frein à l'adoption du e-commerce, surtout du côté des promoteurs. Oui. En fait, je suis sûr que la vision du gouvernement, c'est de faire du Bénin une plateforme de commerce électronique. En fait, c'est d'attirer les investisseurs pour qu'ils viennent installer les plateformes. Parce qu'en installant les plateformes, vous créez de l'emploi. Et je peux vous dire que celui qui met en place une boutique en ligne, il crée au moins 3 emplois directs. 3 emplois directs. L'objectif à la fin 2019, c'est d'avoir 2000 e-vendeurs au Bénin, ce qui fait 6000 emplois directs créés, voire 10 000 emplois indirects créés. Donc ça, on est dans un objectif de 16 000 emplois à la fin de l'année 2019. Il est 19h45, Amandine Agnambossou, ne vous inquiétez pas. On rejoint Amandine Agnambossou pour le journal.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La télévision numérique terrestre, bientôt une réalité au Bénin. Les installations sont déjà fonctionnelles. Une descente sur le site d'Abomey-Calavi et le résultat est satisfaisant. La semaine du numérique, un rendez-vous de l'écosystème du numérique au Bénin. C'est un moment de partage et de mutualisation des moyens. Ils sont estimés à 150 millions le nombre d'enfants définis comme enfants de la rue. Ces jeunes forcés de vivre sans aucun soutien familial subissent des abus alors qu'ils ont des droits comme tous les autres enfants. Le Bénin est de plein pied dans la télévision numérique terrestre. Les installations sont fonctionnelles et certaines populations y ont même déjà accès dans la partie méridionale du Bénin. Seul handicap, la couverture intégrale du territoire national qui ne sera effectuée que dans quelques mois. Mais qu'est-ce que la télévision numérique terrestre? Quels sont ses avantages et quel intérêt y a-t-il à s'y conformer? François Issou, Ulvaïs Balogun. La télévision numérique terrestre TNT est une évolution technique en matière de télédiffusion fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziennes terrestres. Alors que de nombreux pays d'Afrique préparent leur migration du système analogique vers la TNT, au Bénin, ce basculement a déjà eu lieu. Le Bénin est déjà dans la TNT. Le premier signal de la télévision numérique terrestre est apparu le 31 décembre 2017. Donc le 1er janvier 2018, nous étions tous sur le site d'Abomey-Calavi pour fêter cela. Justement, voici le site de la télévision numérique terrestre d'Abomey-Calavi, la tête de réseau. C'est l'un des 4 sites fonctionnels de la TNT du Bénin. Ici, c'est la salle de monitoring, une plateforme de supervision et de formation de bouquets de télévision pour la distribution aux usagers à travers le réseau national de diffusion. C'est le lieu d'émission et de diffusion du signal. Le niveau de réalisation du projet permet à ce jour de recevoir la TNT de Porto Novo à Pobé, de Cotonou à Campopo, de Lokossa en direction du nord jusqu'à la hauteur d'Alada. Le gros du travail a déjà été fait. Le gros du travail consiste à mettre en place la tête de réseau ici à Abomey-Calavi. Ensuite, pour couvrir le reste du territoire, il faudrait mettre en place une station terrienne. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et à partir de cette station terrienne, tout le multiplex national sera transporté vers les centres émetteurs de l'ORTB. Je peux vous dire qu'il y a déjà une dizaine de centres émetteurs qui ont déjà tous les équipements et qui n'attendent que le signal en provenance de la station terrienne que nous sommes en train de faire. Donc d'ici le mois prochain, nous allons commencer à faire beaucoup de sites comme Natitengu, comme Djougou, ainsi de suite. Une fois ces dispositions prises, le territoire national sera couvert. Mais à quoi doivent s'attendre les téléspectateurs? Les téléspectateurs n'auront pas besoin de changer leur poste téléviseur. S'ils ont des postes téléviseurs à écran cathodique, ils continueront à utiliser ces postes téléviseurs. Le décodeur que nous mettrons en place avec les kits de réception vont gérer de façon efficace les signaux numériques pour les restituer sur les écrans, que ce soit des écrans cathodiques ou les écrans numériques. Et si les avantages de la TNT se résument à une meilleure qualité d'image grâce au mode de diffusion désormais numérisé, une réception sans interférence, un large choix de programmes et un accès garanti sur l'ensemble du territoire, l'acquisition d'un nouveau kit de réception s'impose. Et le gouvernement s'attelle déjà à mettre à disposition ces kits de réception à des coûts subventionnés. L'engagement est pris pour que d'ici la fin du premier trimestre 2019, ces kits soient mis à la disposition des téléspectateurs. Vibrer au son du numérique, c'est à l'occasion de la semaine du numérique débutée ce lundi à Cotonou avec le Forum international Afrotech 2018. 2 jours de partage d'expériences, de mutualisation des moyens et des infrastructures autour du numérique. Clotaire Awekou. Le Bénin, plateforme du numérique sur le continent, cette 2e édition de la semaine du numérique se nomme
couplé avec le Forum international Afrotech 2018, donne le pouls des offres et opportunités que présente le Bénin autour du numérique. 2 jours de débats, conférences, de partage d'expériences, de mutualisation des moyens, d'identification des potentialités, de promotion des startups, des mentorats, de formation au codage et la programmation, en somme, de rendre éligible le secteur du numérique de notre pays aux grandes rencontres sur le continent et dans le monde. Nous avons procédé à des activités qui ont permis d'impacter le secteur du numérique au niveau du territoire national, dans tous les départements, à travers plusieurs activités. Donc le Bénin Digital Tour, qui est en ce moment en train de permettre à toutes les catégories socio-professionnelles à travers 25 communes de notre pays de se faire former aux usages numériques et de développer leurs compétences numériques. Nous avons ensuite pu faire la 3e édition de la Benin Startup Week, la semaine des startups béninoises, qui a eu lieu cette fois-ci à Natitengu et en marge de laquelle j'ai pu inaugurer la classe numérique du lycée militaire des jeunes filles de Bembereke. Une 3e activité qui a eu lieu, c'est cette séance d'échange entre le ministère de l'économie numérique et de la communication, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et les professionnels des médias pour constater l'effectivité de la TNT. Et enfin, nous avons également lancé notre point d'échange Internet qui permet aujourd'hui de pouvoir optimiser nos trafics. Donc ce sont autant d'activités, en plus de ce forum qui a démarré ce matin, qui ont eu lieu au cours de cette semaine et qui nous permet de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, et d'apporter en fait ces usages numériques aux populations béninoises. La e-santé s'invite à chaque instant au cœur de notre pratique, notamment à travers la télémédecine où même vous pouvez être à des milliers de kilomètres et déjà avoir accès à un diagnostic. Et au-delà de ça, nous sommes en train de travailler actuellement au niveau du pays à intégrer le volet e-santé, même dans l'accès aux données, dans la conservation des données, dans le suivi des patients et autres. Et cela fait que cette semaine du numérique est à plus d'un titre bénéfique pour le secteur de la santé. Le numérique a cette propriété de ne pas être seulement transversal, de ne pas seulement impacter tous les autres secteurs de l'activité économique, mais d'impacter tous les peuples du monde. Et donc de devenir à la fois des opportunités transnationales, internationales, mondiales, mais aussi des défis et des problèmes mondiaux. Et c'est une façon de pouvoir faire une promotion à l'échelle internationale, à l'échelle africaine, amener des jeunes, des startups de tous les pays du continent pour qu'ensemble ils puissent s'échanger, faire une friction d'idées. Et vraiment, je suis très satisfait de l'organisation de cette semaine du numérique ici au Bénin. Vibrer au son du numérique, parler, respirer, manger le numérique, porter le son et le rythme du numérique, c'est transformer les modes de vie, les habitudes autour des compétences du numérique et en rendant plus attractif la destination Bénin, en scellant par là les liens de près de 12 millions de Béninois avec plus de 1,3 milliard d'Africains pour, autour et à travers le numérique. Sur un autre plan, la situation des enfants de la rue est un phénomène récurrent dans les grandes villes du Bénin, perçus comme des délinquants. Ces enfants ne jouissent pas toujours de leurs droits et de la protection qui leur est due. Quels sont les droits de ces enfants et quelle est la situation de ces enfants au Bénin? Gervais Nyansounou, spécialiste de la protection des droits des enfants, nous en parle. Il est au micro de Igor Ayoso et Marianne Bossemidi. On parle d'enfants de la rue lorsqu'il s'agit d'un enfant qui vit dans la rue pratiquement, qui a élu domicile dans la rue, qui mène des activités dans la rue, qui dort dans la rue. L'enfant dans la rue, c'est l'enfant qui vient quand même momentanément dans la rue, mais qui a toujours un lien, le lien entre la famille et lui, la maison et lui existe toujours. C'est généralement des enfants qui vivent dans la rue et qui mènent des activités économiques. Vous allez voir les enfants travailleurs, les enfants qui vendent au niveau des feux, des carrefours. Vous allez voir aussi les enfants qui sont en bande. La Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par notre pays en 1990, et dans son article 20, demande aux États de protéger les enfants qui sont en rupture avec leur famille. On parle de protection de remplacement. On a des centres de promotion sociale. On en a plus de 80 au Bénin. À Cotonou, on en a 6. Qui travaillent de façon générale à mettre en œuvre
la politique sociale du gouvernement au niveau communautaire. Et nous avons aussi les ONG qui accompagnent cette politique gouvernementale-là. Et c'est dans ce lot que vous allez voir comme action, c'est déjà des activités sur des milieux ouverts, des activités d'éducation que vous allez voir au niveau des marchés, au niveau des quartiers, au niveau des localités où les enfants bougent beaucoup. Et ces activités, c'est déjà de sensibiliser ces enfants-là, de les informer de leurs droits et de les informer du danger qu'ils courent en étant dans la rue. On a des dortoirs de nuit qui sont construits, qui sont aménagés pour ces enfants-là par des ONG accompagnés par les centres de promotion sociale. On a aussi des projets qui visent la réinsertion de ces enfants-là, la réinsertion socio-professionnelle. Donc, en écoutant ces enfants, en les conseillant, en les accompagnant, on travaille quand même avec eux à mettre en place des projets. Progressivement, il y en a qui sont réintégrés dans leur famille, ou soit pris en charge dans des centres d'accueil, ou soit accompagnés dans la rue, mais dans un projet qui leur permet à l'âge adulte d'avoir une qualification et de pouvoir exercer un métier. Aider les parents à déjà garder une bonne relation avec leur enfant, reconnaître la place de l'enfant comme une personne et non comme juste un enfant. L'autre chose, c'est d'aider aussi ces enfants-là déjà en situation de rue, ne pas les stigmatiser. Hors du Bénin, en Côte d'Ivoire, une bibliothèque communautaire dénommée Fosciencer et une plateforme ludique IndTB dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA et la tuberculose ont été présentées à Abidjan. Selon la directrice exécutive de l'ONG de lutte contre le sida, Alliance Côte d'Ivoire, Fosciencer, inspiré de l'ago-ivoirien le Nouchi, va permettre de fournir des données et informations accessibles en un seul point en vue d'améliorer les programmes en cours et soutenir les initiatives de documentation des bonnes pratiques. Il s'y trouve plus de 4000 articles scientifiques dans le domaine du VIH et environ 260 dans le cadre de la tuberculose. Cet outil vise à promouvoir la valorisation et la capitalisation de la contribution des communautés aux réponses nationales contre le VIH/SIDA et la tuberculose. Le Zimbabwe a besoin d'une enveloppe de 171 millions de dollars, soit environ 97 milliards de francs CFA, afin de lutter contre la pénurie alimentaire qui sévit dans les zones rurales. C'est ce que révèle Bloomberg, qui cite un rapport publié conjointement par le gouvernement dans le programme alimentaire mondial. D'après les détails, alors que 79 milliards de francs CFA iront à l'achat de céréales, environ 18 milliards de francs CFA permettront d'acquérir d'autres denrées alimentaires de base pour fournir une assistance aux ménages vulnérables. Le rapport souligne que plus de 2 millions de Zimbabwéens pourraient avoir besoin d'un soutien pour se procurer des produits alimentaires entre janvier et mars 2019. Les régions les plus affectées sont le Matabeleland Nord, le Matabeleland Sud et Mas-Vingo. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite des programmes de BB24. Merci à vous, Amandine Agnambosso. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit. Le dernier plateau à présent, Autant savoir. Autant savoir revient sur la numérisation des actes de naissance. Une solution nouvelle est offerte. De quoi s'agit-il? Découvrons-le dans cet élément. C'est encore plus facile désormais d'enregistrer une naissance au Bénin. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et celui de l'économie numérique et de la communication viennent de mettre en place une plateforme qui permet d'enregistrer les naissances. Il suffit d'avoir un téléphone portable. La plateforme est dénommée Rapide Pro. À partir des téléphones portables, il suffit d'envoyer des mots-clés NAIS au numéro court 132 pour pouvoir déclarer une naissance au Bénin. Il a mis en place un système de facturation inversé. Quand l'utilisateur lance des appels, c'est l'UNICEF qui paye. Rapide Pro présente des avantages certains. Connaître l'âge d'un enfant est essentiel pour le protéger contre les abus et les violences telles que l'exploitation économique, le mariage forcé des enfants, la traite d'êtres humains et l'exploitation sexuelle. Plus encore, un acte de naissance est un document qui peut aider à retrouver la trace d'enfants séparés de leur famille et d'enfants non accompagnés et faciliter des migrations sans danger. Je voudrais ici remercier le gouvernement pour son leadership
à mettre en place un tel outil. Le taux officiel d'enregistrement des naissances au Bénin est de 85%. 15 enfants sur 100 n'ont jamais été donc enregistrés nulle part, comme s'ils n'étaient pas nés. Conséquence de cette situation, 2 500 000 Béninois sont sans état civil. La plateforme Rapid Pro est en ce moment en phase pilote dans le département de l'Aribori et sera bientôt activée dans le département du Zou à partir de l'année prochaine. Je voudrais saisir cette opportunité pour inviter les autres partenaires qui accompagnent le gouvernement dans la mise en place d'un état civil performant à se l'approprier afin de nous aider à couvrir les 10 autres départements. Pour mettre en place Rapid Pro, il a fallu former les acteurs opérationnels de l'état civil des communes de la Liborie, les chefs services de l'état civil et les coordonnateurs de zones sanitaires, des professionnels des médias. Je puis vous rassurer que le gouvernement jouera pleinement sa partition afin d'assurer la pérennité de cette plateforme. Les réflexions sont déjà en cours dans ce sens et prennent en compte la généralisation et le développement des modules de voix qui permettront aux citoyens analphabètes d'utiliser facilement la plateforme. Dans la même veine, le gouvernement prévoit créer un fichier central de l'état civil. Les études sont actuellement en cours. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc de retour sur le plateau d'Autant Savoir. Nous parlons de numérisation des actes d'état civil, la solution qui est offerte. Et nous recevons pour vous Serge Akpaka, il est spécialiste en enregistrement des naissances à l'UNICEF. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord, alors avec vous, on parle de cette solution. Qu'est-ce qui est proposé véritablement pour la numérisation des actes d'état civil? Merci, madame. Je vais commencer par présenter la situation qui prévaut au niveau national en matière d'enregistrement des naissances et qui justifie le déploiement de cette plateforme, de cette nouvelle plateforme que nous appelons enregistrement des naissances. Et vous savez, l'actualité dans notre pays est marquée par l'enregistrement à titre dérogatoire actuellement que le gouvernement a lancé au profit de 2 500 000 Béninois qui ont été enregistrés par le RAVIP comme n'ayant pas des actes de naissance. Or, l'acte de naissance est un acte, c'est un document très important dans la vie de l'individu, c'est la preuve même de l'existence de l'individu qui lui permet de son appartenance à l'État. Oui. Mais au-delà de cet aspect juridique, l'acte de naissance accompagne un enfant dans sa vie, au niveau de la scolarisation, l'obtention des diplômes, une carte nationale d'identité, un passeport, et constitue un instrument important de protection de l'enfant contre la violation de ses droits à travers ce que nous appelons le travail des enfants, le mariage des enfants, l'exploitation sexuelle et le risque qu'un enfant soit traité comme un adulte devant les instances administratives et judiciaires. Et tout ça, c'est l'importance de l'acte de l'acte de naissance. Mais malheureusement, malgré l'importance de cet acte-là, il y a plusieurs Béninois qui n'en disposent pas, dont de nombreux enfants. Et ça, en dépit de toutes les propositions de solutions qui avaient été initiées auparavant par l'UNICEF et d'autres acteurs. Absolument. Oui. L'UNICEF s'est investi énormément ces dernières années. Et pour en venir à Rapid Pro, qui est une innovation, l'utilisation des TIC. Qu'est-ce qui change avec Rapid Pro? Ce qui change avec Rapid Pro, c'est qu'on peut désormais utiliser la messagerie des téléphones portables pour déclarer les naissances et faciliter le retrait des actes de naissance. Parce qu'un point important au niveau de la situation nationale, nous avons été élevés au niveau national en matière d'enregistrement des naissances. On tourne autour de 85% et seulement 48% des enfants disposent de leur acte de naissance. Il y a de nombreux actes. Ça veut dire qu'on ne poursuit pas le processus. On ne poursuit pas le processus. Alors, avec Rapid Pro, non seulement on va déclarer les naissances avec le SMS, mais aussi, dès que l'acte est prêt, le système envoie des messages de rappel aux parents du nouveau-né pour lui dire que son acte est prêt et qu'il peut venir faire le retrait. Et tant qu'il n'est pas allé vers le centre d'état civil pour retirer l'acte de naissance, les messages de rappel ne s'arrêteront pas. D'accord. Une autre option importante que je vais aborder, c'est la collecte des statistiques. Vous savez, l'État a besoin des statistiques
pour planifier le développement. Le gouvernement a besoin de savoir l'état de la population en temps réel. Oui. Cela est important. En termes de naissance et de décès. En termes de naissance et de décès, c'est ça qui permet de connaître la croissance démographique et d'avoir des données fiables. Or, seulement 30% à peine des centres d'état civil au Bénin produisent et transmettent à l'INSAE les statistiques, évidemment, les statistiques de l'état civil. Avec Rapid Pro, les acteurs de l'état civil ne seront plus obligés de remplir des formulaires, mais directement avec Rapid Pro, à travers des SMS, ils pourront envoyer les statistiques de leur commune auxquelles l'INSAE peut accéder online à partir de Rapid. D'accord. Quand vous parlez de messagerie instantanée, c'est de la messagerie simple, ça ne fait appel à aucun outil Internet, tout ça? C'est de la messagerie simple à Et partir de n'importe quel portable. D'accord. Et en termes de coût, c'est gratuit. Que ce soit un smartphone ou un petit portable? N'importe quel, même un petit portable. D'accord. La promotion a commencé avec les portables de 3 000 francs. D'accord. Donc avec 3 000 francs, on peut avoir ça. Même avec un portable de 3 000 francs, on peut déclarer sa naissance et la naissance de son enfant. Mais là, n'importe qui peut le faire parce que tout ce qui avait été mis en place aussi, c'était pour limiter les fraudes et tout ça. Aujourd'hui, quelle est la garantie qu'avec Rapid Pro, il n'y aura pas de faille, il n'y aura pas de contournement, on ne va pas utiliser cette avancée-là au détriment justement de l'État? Rapid Pro permet juste la déclaration des naissances. Alors, le processus permet que lorsque je suis dans un village X et que je suis le processus et je déclare qu'un enfant est né, les données personnelles de l'enfant ne circulent pas sur la plateforme. C'est sécurisé. C'est sécurisé. Juste que les services d'état civil concernés ont l'information et prennent les mesures appropriées pour recueillir les informations sensibles dont ils ont besoin pour établir l'acte. Et l'acte est sécurisé au niveau du centre d'état civil. Et après l'établissement de l'acte, les messages de rappel sont envoyés aux parents du nouveau-né pour les informer de la disponibilité de l'acte pour qu'ils viennent rechercher. Donc, les risques de fraude sont vraiment minimes parce que les données personnelles ne sont pas utilisées et les différentes étapes de contrôle et de vérification sont telles que l'information, avant d'être définitivement approuvée, doit être validée par le chef du village, le chef d'arrondissement, le chef de service état civil au niveau communal. C'est pas très lourd aussi? Ce n'est pas lourd parce que dès que l'information est disponible, Rapid Pro permet que toutes ces personnes soient informées au même niveau d'information. Instantanément. D'accord. Et les doutes, les cohérences sont vérifiées rapidement par ces différentes... De toutes les façons, la déclaration... Comment on y accède alors? On va revenir à ça parce que le plus important, ce n'est pas de savoir que ça existe, c'est de savoir comment on y accède. Absolument. Oui. Pour y accéder, c'est très simple. Il suffit d'envoyer le mot-clé NAIS, c'est-à-dire les 4 premières lettres du mot naissance au numéro court 132 132. Dès que vous envoyez... Peu importe votre réseau. Peu importe. Encore qu'avec la portabilité aujourd'hui. Nous avons 2 réseaux opérationnels dans le pays, Move et MTN. C'est interopérable entre les 2 réseaux. Donc, vous envoyez sur n'importe quel réseau et vous avez la plateforme. Vous suivez les instructions à l'écran. Oui. Vous avez votre département, vous faites le choix, vous allez vers la commune, l'arrondissement, le village et les différentes étapes. C'est très simple. Et comme j'ai eu l'habitude de le dire avec les services d'état civil lors de nos rencontres jeudi, MTN n'a pas eu besoin de former les gens sur l'utilisation de mobile money et pourtant c'est assez vulgarisé, donc c'est le même processus. D'accord. Le même processus, mais qui a un coût peut-être. Est-ce qu'il y a un coût? Oui, je l'avais dit tout à l'heure, c'est gratuit. Totalement? Totalement gratuit. D'accord. Les SMS vont et viennent gratuitement. D'accord. Mais au niveau il y a un système de facturation inversé, mais pour les populations, c'est gratuit. Alors, vous avez parlé de données au niveau de l'état civil. Ça facilite la collecte de données, ça permet de transmettre les données à temps à l'INSAE, ça permet à l'État même, de façon centrale, de pouvoir mettre en place une politique. Mais ces données sont conservées où? Il y a lieu de s'inquiéter parce que c'est aussi une collecte massive de données. Absolument. Nous avons, au niveau de... Je n'avais pas donné la précision. Si. Rapid Pro est une innovation initiée, soutenue par l'UNICEF. D'accord.
Et les mesures de sécurité avec les agences des Nations Unies, vous savez un peu ce que c'est. On ne badine pas avec. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous nous sommes conformés à la législation nationale pour que les données personnelles ne circulent pas. Vous êtes passé par l'autorité alors? Toutes les formalités. L'ARCEP a donné les autorisations. Nous avons procédé au lancement hier. Le président de la CNIL, que je remercie, était présent pour veiller au grain à ce que les données individuelles des Béninois ne se retrouvent pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, pas besoin d'être inquiété. Pas besoin d'être. Alors là, on a parlé de la déclaration. Et qu'en est-il du retrait? Le retrait ne peut pas se faire par message instantané. Il va quand même falloir se rendre au niveau de l'état civil. Absolument. Est-ce que là-bas, il y a un gain de temps? Le gain de temps par rapport au retrait ne peut s'évaluer que par la performance des services d'état civil. Et comme je le disais tout à l'heure, l'UNICEF a beaucoup travaillé ces dernières années en appui au gouvernement pour renforcer l'offre des services d'état civil et les rapprocher des populations. Nous avons travaillé à la mise en place des centres secondaires d'état civil que le gouvernement a officiellement créés. Le défi réside dans leur opérationnalisation pour que désormais les populations n'aient plus besoin de se rendre dans les centres principaux au niveau des arrondissements, mais puissent déclarer les naissances au niveau des villages. Toutes ces options constituent un package que les populations pourront utiliser selon leurs moyens, leurs disponibles, parce que l'arrivée de Rapid Pro ne remplace pas les anciens systèmes. Tout est ensemble. Alors, un point important que je voudrais souligner avant qu'on ne clôture, tel que je vous vois venir. Bien sûr, oui. Rapid Pro aujourd'hui est disponible sur l'ensemble du territoire national, mais est opérationnel dans le département de la Liborie uniquement. Donc le défi, aussi bien pour les PTF que pour le gouvernement, c'est de travailler rapidement à sa mise à l'échelle pour que toutes les populations du Bénin puissent vraiment l'utiliser de façon convenable. L'UNICEF a choisi la Liborie pour des raisons d'équité parce que c'est l'un des départements où les distances entre les populations et les centres d'état civil sont encore énormes. D'accord. Alors, on va prier pour que les autres villes, communes et départements puissent bénéficier de ce projet-là. Ça répond à ma dernière question. Vous avez levé l'équivoque sur ce plateau et c'en est terminé pour Autant Savoir. Et voilà, nous allons nous rendre à présent sur la toile pour la revue de l'actualité web. Prévue pour le 1er décembre 2018, la répression des motos sans plaque d'immatriculation a été reportée à une date ultérieure. C'est une décision du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia. Au cours d'une sortie médiatique, le directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres, Thomas Agbeva, explique les nombreux facteurs qui ont conduit à la prise de cette décision. Il y a entre autres les nombreux reçus délivrés aux motocyclistes dont les plaques ne sont pas encore fabriquées, mais aussi les difficultés liées à la délivrance des plaques déjà fabriquées. Une situation qui laisse perplexe le ministre Saka Lafia. Ainsi, les citoyens béninois pourront profiter encore d'un délai de grâce pour faire immatriculer leur moto. Mais en attendant, les motocyclistes détenteurs de récépissés d'établissement de plaques d'immatriculation peuvent circuler. L'énergie au cœur des débats de développement au Bénin. La politique énergétique du président Patrice Talon a été validée par son homologue du Togo, Faure Gnassingbe. Les deux chefs d'État ont décidé de commun accord que chaque État assurera l'importation directe de ses besoins complémentaires en énergie. C'est une mutation au statut social de la CEB. Une proposition de Patrice Talon qui vient juste confirmer son souhait à gagner d'autres sources et fournisseurs en énergie électrique en dehors de la CEB. C'est une vision qui a été démontrée par la construction de 2 centrales thermiques de 120 MW chacune, dont la première est en fin de chantier. Cet accord
a été signé hier au cours de la visite du président du Bénin au Togo. Sans nul doute, l'énergie électrique au Bénin connaît des avancées. Western Union et MoneyGram accusés de pratiques commerciales trompeuses. Du moins, c'est ce que déclare l'Association française des consommateurs UFC-QUE. L'organisation reproche à ces deux sociétés une mauvaise gestion des transferts d'argent internationaux. Selon elle, Western Union et MoneyGram n'informent pas lisiblement leurs clients sur les frais prélevés lors d'échanges. L'UFC-QUE va plus loin et affirme que les frais de change des sociétés de transfert sont 2,5% fois plus élevés que pour les sociétés en ligne et 7 fois plus élevés que les frais de change facturés par la banque. L'Organisation française des consommateurs appelle les pouvoirs publics à créer des conditions d'une concurrence statutaire. Sur le même sujet, certains Français ont réagi. Jean-Philippe Stinge dira que l'intensification de la concurrence a poussé les banques à prendre plus de risques. Dans tous les cas, la confiance est indispensable pour l'épargne des classes moyennes, dira la chronique panafricaine. Terminons cette actualité du web par une information sportive des efforts pour favoriser la relance de l'éducation sportive dans l'espace francophone. Une conférence internationale sur le sujet a été organisée par la Conférence des ministres de l'Éducation nationale, Confémen, et la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports, Conféges. L'objectif est de réfléchir à l'amélioration de la pratique de l'EPS à l'école dans l'espace francophone. Ali Harouna, secrétaire général Conféges, a rappelé l'importance de cette discipline sur le bien-être physique et psychique de l'homme. Il affirme que la promotion de la jeunesse et du sport constitue un défi majeur pour préserver la paix dans un monde en proie au terrorisme et à la crise des valeurs. Oswald Homeki, ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, félicite tous les participants à cette conférence. Pour lui, cette conférence internationale apparaît comme le moyen d'offrir des solutions aux problèmes de la jeunesse. Fin de cette actualité du web. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite d'émission à vous, Agnat Bello. Merci à vous, Marshall Betoro, pour cette revue de l'actualité web. Nous faisons ensemble le rappel de la météo, mesdames et messieurs.
Voilà, merci à vous, mesdames et messieurs, d'être restés avec nous tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. L'instant citation à présent. Cette citation, elle nous vient d'Antoine de Saint-Exupéry et puis elle dit ceci: faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Ce sera tout pour le Grand Rendez-vous de ce soir. Merci à vous encore d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain, si tout va bien.